Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Je suis super fier de vous présenter cet épisode avec Kevin Polizzi, le fondateur de Jaguar Network. Jaguar Network, c'est une entreprise spécialisée dans le cloud et les métiers de la tech. Alors qu'il vient de céder 75% de sa société au groupe Iliad, dirigé par le fameux Xavier Niel, le patron de Free, pour la modique somme de 100 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 100 millions d'euros. Waouh! Et en plus, il n'a que 38 ans. Kevin, c'est un peu plus vite, plus haut. Il a un esprit qui réagit à la vitesse de la lumière, une ambition démesurée. Et pendant plus d'une heure et demie, nous abordons plein de sujets comme le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, les data centers. Allez, sans plus attendre, voici ma conversation matinale avec Kevin Polizzi. Bonjour Kevin Polizzi, nous sommes samedi matin, 7h30, assez matinal. Aujourd'hui, nous allons parler tech, cloud, IA, Internet des objets, ce qu'on appelle l'IoT, big data, e-santé. Jaguar Network est au centre de tout ça. Je vais rappeler 3 chiffres. 38, 100 et 1000. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. À peu près, oui. Voilà. 38 parce que tu as 38 ans. Oui. 100 parce que 100 millions, c'est la somme qu'a payé le groupe Iliad dirigé par l'iconique Xavier Niel pour acquérir 75% de Jaguar Network. Et 1000, car tu es en passe de créer 1000 emplois. Mesdames, messieurs, j'ai une personne extraordinaire en face de moi. Maintenant qu'on a titillé la curiosité de nos auditeurs, Kevin, je vais te demander de te présenter. Écoute, bonjour, moi je suis effectivement Kevin Polizzi, je suis le fondateur de Jaguar Network. J'ai la chance de diriger cette entreprise depuis le 11 septembre 2001. C'est une aventure humaine, c'est une aventure technique et c'est vraiment un sujet qui nous passionne au quotidien avec cette capacité d'accompagner un monde qui accélère de plus en plus vite. Date incroyable. Oui, le hasard total, hein, parce que évidemment, lorsqu'on se retrouve post-bac avec l'envie de rentrer en école et d'avoir un double parcours entrepreneur et étudiant, et ben finalement, c'est le 11 septembre 2001, date à laquelle on a enregistré la société. Tes études ? Des études marseillo-marseillaises, puisque j'ai la chance d'avoir un frère jumeau avec lequel on a fait nos études. Et puis, nous sommes sortis en 2005. Oui, et on a décidé de poursuivre cette magnifique aventure ensemble avec une vraie complémentarité de jumeaux. Donc, c'est un vrai atout supplémentaire pour entreprendre. Donc, les études, c'était quel genre de technique ? Oui, ingénieur à Marseille, à Saint-Jérôme. Beaucoup de développement, hein, on est au début des années 2000, donc juste avant la bulle de l'internet. On a eu la chance de commencer l'informatique il y a bien longtemps, maintenant, on était tout jeunes. Et puis, ces études sont naturellement dans la continuité de notre passion. En parallèle, un métier tout neuf, l'internet, le réseau, quelque chose qui ne s'enseigne pas, qui s'apprend sur le terrain, puisqu'à l'époque, on est vraiment dans les premières années d'internet. Et donc, avoir cette double casquette a vraiment été un atout pour nous. Je vois un Macintosh Plus, les premiers, donc... Ouais, je suis assez nostalgique. J'ai gardé mon premier Mac qui a été un vrai combat. Il est neuf et il tourne comme une horloge suisse. Et donc, je suis assez conservateur sur ces sujets-là. On va expliquer ce que c'est Jaguar et tu me diras si tu avais déjà cette vision quand tu étais étudiant. Ouais, alors Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cloud, il n'y a pas tout ça. Quoi. Non, il n'y avait pas tout ça. Alors explique ce que fait Jaguar. Ouais. Construire une entreprise au début des années 2000, c'est assez marrant puisqu'on a l'handicap de l'âge, on n'a pas de finances, on a une bulle de l'internet qui est en train de se percer. Et sincèrement, il faut une certaine dose de volonté et de magnanimation pour y aller. Jaguar, c'est très simple. Déjà, le nom vient d'une console de jeux vidéo 64-bit, l'Atari Jaguar. Lorsqu'on fait du réseau, on y colle Network derrière. On a mis quelques secondes à trouver le nom, évidemment parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter tout ça à l'époque et parce qu'il y avait déjà une passion pour la techno. Originellement, Jaguar, ça fait du développement informatique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette époque-là, les sites web, le e-commerce, le début des activités sur Internet. Certains opportunistes qui comprennent qu'un nouveau monde silencieux est en train de se créer
et cette capacité à générer du chiffre d'affaires qui n'était alors adressé par personne. Hein. On est dans le boom de la grande surface, dans le boom du commerce, et donc être capable de développer, c'est être capable de faire générer du chiffre d'affaires. Le monde du réseau est tout neuf, le monde des data centers existe à peine. Beaucoup de problèmes de fiabilité, les technologies sont pas sèches, et donc notre premier prestataire fonctionne mal, hein, n'a pas d'explication réelle à ces dysfonctionnements, et donc plutôt que de partir dans la couche de service comme l'a fait quasiment 100% de l'écosystème, on est descendu dans la couche infrastructure, à acheter nos premiers serveurs qui sont là aussi à l'autre bout de la table, nos serveurs Cobalt, quelques serveurs achetés sur eBay avec quelques centaines de dollars à l'époque, et puis finalement on descend vraiment dans la couche infrastructure, parce que faire du e-commerce c'est génial, mais il faut impérativement que le chiffre d'affaires rentre, et donc que le serveur, le site web soit performant, bien développé, et deux, qu'il soit mis en ligne, hébergé, hein, le cloud ça s'appelle avant tout ça de l'hébergement, mise en ligne avec un réseau performant, un serveur performant, une base de données performante, et puis voilà, on ouvre la boîte de Pandore et on met le doigt dedans et on n'en sortira plus jamais. Mais en 2001, comment ça se passait? Par évidemment pas de cloud, les sites internet, c'est encore, on était à la DSL, et encore peut-être pas encore. Pas toujours. On était en train de déployer la DSL. OVH, je sais même pas si ça existait. À peine. OVH vient de fêter ses 20 ans la semaine dernière. Voilà. Et qu'est-ce que c'est héberger? C'est parce que c'était quoi, une ligne spécialisée? C'était À l'époque, on retrouve les usages fondamentaux d'Internet qui sont essentiellement les usages du web. Donc il nous faut des le sites 1.0. Internet. Hein. Alors oui, même le 0.9. Hein. On est vraiment dans j'ai un nom de domaine, une adresse mail. Ouais. L'anti-spam à l'époque est pas trop développé. Les sites web sont tout sauf dynamiques, hein, ils sont statiques, mais arrivent au berceau certains géants qui démarrent leurs activités. C'est la grande époque des Amazon, la grande époque d'AOL, la grande époque de CompuServe et de Netscape. Hein, ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas connu cette époque-là. Ouais. Ils se sont fait dévorer parce que la technologie fait rarement de cadeaux. Lycos. Exactement. Ouais. Et donc, comme la technologie ne fait pas de cadeaux, il faut sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage et puis continuer. Donc à l'époque, on est sur des sites web, on cherche juste quelque chose de basique, un ordinateur connecté à Internet et disponible 24 heures sur 24. Ça construira l'image de haute disponibilité de Jaguar Network, puisqu'à l'époque, évidemment, je parlais tout à l'heure du handicap de l'âge, avec tous ces handicaps arrive la confiance. Et donc, toutes les agences web qui construisent ces sites web nous regardent comme des petits jeunes originaux en train de monter un petit quelque chose dans leur coin. Sauf que, je le disais tout à l'heure, la technologie est pas sèche. Donc, on choisit d'avoir deux fournisseurs différents. Et le fait d'avoir deux fournisseurs différents, ça permet d'être toujours disponible quand le petit copain à côté fonctionne plus. Et donc, toutes ces web agencies régionales qui nous regardent d'un œil un peu interrogé. Je me souviens, l'un nous disait, mais vous êtes une girouette, vous faites à la fois du développement de site web et à la fois de l'hébergement, il faut choisir son métier, vous pouvez pas faire deux métiers, c'est pas possible. Bon, écoutez, finalement, ces gens-là sont devenus des clients et encore aujourd'hui, ce sont des partenaires. Donc, moi, j'aime beaucoup cette image de confiance à long terme. Donc 2001, tu crées, à la base, tu fais de l'hébergement de site web. C'est vraiment. À la base, on fait de l'hébergement de site web. Tu réponds à la demande. On répond à la demande. On a une grosse problématique, c'est que en France, le provider de l'époque, qui s'appelait LambdaNet, a construit 25 data centers. Le seul qui disjoncte totalement est le site basé dans le sud de la France. Et donc, je me retrouve électrotechnicien, spécialiste du courant faible, du courant fort, de la fibre optique, que des métiers qu'on connaît pas évidemment à 20 ans. Et donc, ça a immédiatement fait briller au fond de l'œil le fait d'être hautement disponible, d'être redondant. Et on s'adresse à l'époque à Louis Dreyfus Communication. Louis Dreyfus Communication qui est le concurrent de LambdaNet, qui veulent pas se parler. Et moi, je me retrouve avec une vingtaine d'années à leur demander est-ce que c'est possible que vous m'ouvriez un accès chez l'un, un accès chez l'autre. Évidemment, LDCom nous regarde depuis la défense en disant mais non, on va pas prendre le risque, on va pas prendre ce risque-là avec vous. Et puis un jour, en faisant le plein d'essence de ma 206 à Marseille, je croise le roi des rois, je croise Robert Louis Dreyfus,
qui vient faire le plein d'essence de sa Mercedes absolument gigantesque. C'est les pompes de centre-ville, donc on se retrouve face à face. C'est ces vieilles pompes de centre-ville où on est chacun d'un côté pour rentrer. Je m'approche de Robert de Dreyfus, il me regarde. Oui, est-ce que tu veux parler de l'OM ? J'ai dit non, excusez-moi, mais j'y comprends rien au foot et vraiment c'est pas ce qui me passionne alors. Et je lui dis voilà, j'ai un problème, c'est que vos commerciaux ne veulent pas me vendre un accès réseau. On construit une start-up dans notre garage. On a effectivement pas beaucoup d'argent, mais voilà ce que je voudrais faire et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez. 2 jours après, j'avais un contrat dans la main et j'avais des conditions absolument gigantesque. Voilà, je pense que les entrepreneurs reconnaissent peut-être les entrepreneurs. En tout cas, à l'époque, je pense qu'il avait apprécié la démarche. Et clairement, on doit beaucoup à ce moment clé de Jaguar. Et vous verrez, je vous expliquerai, on a d'autres moments clés comme cela. C'est incroyable parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'opportunité. Ouais, l'opportunité, à pas confondre avec l'opportunisme, mais des fois, quand les étoiles s'alignent, il faut y aller, quoi. Ouais, mais quand tu es à la pompe à essence, tu te dis c'est le moment ou jamais, quoi. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est rigolo parce que moi j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'hébergements de sites web. À l'époque, j'allais chez Pacwan. T'as connu Pacwan ? Bien sûr, c'était mon premier fournisseur d'accès. Ouais. Et c'est lui qui m'a aidé à créer Jaguar puisqu'il avait des petits sujets de fiabilité. Et je montais à Aix parce qu'on n'avait pas à l'époque de TSE, on pouvait pas se connecter à distance. Je montais pour faire de la maintenance sur le serveur dédié quoi à l'époque. C'était les premières années des data centers où on s'était pas senti obligé de mettre un groupe électrogène, ce qui fait que lorsqu'il y avait une panne d'électricité, plus rien ne fonctionnait. Enfin, le data center c'était une pièce quoi, c'était une petite pièce quoi à l'époque. Ah oui, mais les termes sont un peu galvanisés parfois. 2013, il me semble déjà 30 personnes. Alors, 30 personnes, on est un peu plus loin, hein, on est plutôt en 2007-2008. Ouais. On se souvient qu'on finit nos études à Marseille. Donc ça fonctionne quoi. Ouais, en fait, il faut vraiment considérer que notre phase étudiante, c'est un proof of concept. C'est un terme qui est beaucoup utilisé maintenant et qui est à la mode. Nous, on a appris un métier qui n'existait pas. Et clairement, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais comme il y avait peu d'enjeux, on les a pas payés très cher. Et on a continué à assembler des disques durs, des processeurs, des cartes réseau, à écrire des drivers, à faire du code, à faire de l'électricité, à faire des télécoms. Et donc finalement, cette passion du touche-à-tout de la technologie qu'on partage, je crois, nous a servi à créer un métier. Moi, j'imaginais que tu achètes comme je faisais moi d'ailleurs, hein. Tu achetais des serveurs, tu les branchais, tu mettais dessus Windows Server ou une couche Linux, mais toi, tu faisais en plus du driver, tu faisais en plus autre chose. Nous, on n'avait pas du tout les moyens de faire ça, donc on récupérait des composants à droite à gauche. C'était les grandes époques de eBay, eBazaar, etc. On commençait à voir qu'on a des cheveux blancs hein, en parlant de ça. Hein. Ouais. Mais voilà, on assemblait les serveurs la nuit, on essayait de les faire fonctionner le jour, et puis de temps en temps, on allait quand même à l'école. Et à l'époque, je dois avouer que c'était pas vraiment très populaire d'être entrepreneur et étudiant, même si aujourd'hui, heureusement, les choses ont bien changé. Tu progresses. Tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Pour l'activité Jaguar à proprement parler, on a évidemment dans le groupe d'autres sociétés qui nous ont rejoints, puisque j'ai été pas mal business angel. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais ce qui est très intéressant chez Jaguar Network, c'est que finalement, nos clients nous accompagnent dans le temps. Je dis toujours qu'il faut les aider en abaissant le coût de la technologie, les aider en leur donnant accès à la bonne technologie, parce qu'aujourd'hui les gens sont énormément sollicités, mais récupérer l'expertise qu'on a construite parmi nos 1200 clients B2B, 1200 clients qu'on est allé voir, pour lequel on a fait une étude spécifique, qu'il a fallu convaincre, qu'il a fallu conserver, qu'il a fallu accompagner, au gré des rachats, des changements de directeur informatique, etc., etc. C'est vraiment une mine d'or humaine, déjà, c'est une aventure qui est absolument humaine, et une mine d'or technique, parce que on a 50% des clients qui savent ce qu'ils font, et on a 50% des clients qui ont besoin de notre aide. Donc c'est 100% de sujets passionnants. Aujourd'hui, 2019, quels sont tes principaux produits ? Alors, les métiers de Jaguar aujourd'hui en 2019, c'est évidemment l'hébergement, qu'on appelle maintenant le cloud computing. Alors, on a de l'hébergement dans le cloud public, chez Amazon, chez Azure. Ça, c'est un peu un mal nécessaire puisque ces grosses sociétés se sont imposées comme des market makers, comme des leaders. Donc, tu es client de... On est client d'Amazon et de Microsoft. Eux-mêmes sont clients à l'inverse puisqu'ils hébergent dans nos data centers une partie de leurs serveurs
On a construit des data centers et on est allé chercher les GAFA beaucoup à Seattle. Donc j'ai pris un bel avion depuis Marseille pour aller convaincre ces gens-là de l'importance de venir à Marseille au début des années 2000. Hein. C'était pas hier. Marseille, c'est une grande place de cap sous-marin. On a énormément d'infrastructures qui arrivent de par notre position géographique historique. Hein. C'est un hub pour les bateaux, c'est un hub pour les avions. Et ben, il n'y a pas de raison que dans le flux de données, ce soit pas un hub pour les data. Ce métier des télécoms depuis Marseille, on l'a commencé en 2006. Et puis, y a un métier qu'on fait depuis longtemps, qu'on aime beaucoup, qui n'était pas du tout connu du marché il y a encore quelques mois. Et c'est le métier de l'IoT et du big data. On a construit des objets connectés pour nos besoins internes. On a souvent compté l'argent pour être capable de préserver une indépendance financière et capitalistique, être capable de remettre de l'argent dans notre croissance. Il faut embaucher, former, investir, construire des bâtiments, acheter des serveurs. C'est une activité qui se dit CAPEX intensive, dans laquelle il faut énormément mobiliser de capitaux. Et donc, on a commencé à économiser de l'énergie, à optimiser notre RH, à automatiser les process pas intéressants. Et donc, depuis 2007, on est à l'émergence de ce qui s'appelle l'intelligence artificielle, qu'on utilise chez Jaguar Network depuis bien longtemps. On va en parler également. Tu parles de connexion, là tu parlais de câbles sous-marins, tu es câblé, ça se passe comment en fait pour avoir vraiment du très très haut débit, de la ressource et Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc il y a un petit peu comme un réseau qui traverse l'Europe sur les autoroutes. Hein, vous voyez de temps en temps ce petit trait bleu au bord de l'autoroute, c'est la fibre optique en fait qui est matérialisée en dessous. Et donc on a des câbles sous-marins. Tout comme pour l'énergie, hein, on a des câbles sous-marins qui transportent de l'électricité entre la Corse et le continent, par exemple. On a aujourd'hui des câbles sous-marins qui traversent le monde entier. Hein. Vous allez sur submarinecablemap.com et en fait, ce site web va référencer l'intégralité des câbles sous-marins. Tout ça coûte très très cher. Donc, ce sont des consortiums d'opérateurs qui se mettent ensemble pour construire. Aujourd'hui, on a aussi les GAFA, Google, Facebook, qui construisent leurs propres câbles sous-marins à très très haut débit. Ces câbles, c'est de l'infrastructure physique. Hein, derrière l'Internet, derrière les bannières, les pubs, les sites web, on retrouve de l'électricité, des processeurs, des machines, des bâtiments, de l'énergie. Et donc, ils arrivent en général sur des plages et puis ils ressortent en terrestre. Ils sont téléalimentés depuis les plages. Et comme ces câbles, pour certains, sont très très longs, y a un répéteur optique, un répéteur pour la fibre optique depuis le continent tous les 400 km. Mais on n'est pas arrivé à avoir du satellite. C'est pas moins cher quand même. Un problème sur le satellite, c'est que la latence qui doit le temps, qui permet de remonter jusque dans l'espace et de redescendre, c'est trop long. Et aujourd'hui, les applications financières, toutes ces applications un petit peu invisibles, c'est un peu le monde des insectes, tout ça, sont très sensibles à la latence. Donc, pour moduler le débit. Et sincèrement, c'est quand même un peu plus simple de dérouler un câble au fond de la mer que de construire et d'envoyer un satellite. À minima, on en maîtrise mieux le temps. On a la pollution qui est générée par tous ces satellites, ces morceaux d'objets dans l'espace, qui sont un gros débat. Un câble sous-marin, en général, on fait une étude sismique. On trouve le parcours le plus rapide et celui qui va nécessiter le moins de maintenance. Et puis on laisse un peu de mou au fond de la mer, comme quand on tire un câble au fond de son jardin. On se laisse 1 mètre ou 2 quand on installe une caméra ou une ampoule. Et ben c'est la même chose pour les câbles sous-marins. La Terre, c'est quelque chose de vivant. Les continents s'étirent. Et donc il y a du mou un petit peu partout, avec des grands bateaux. Un grand faiseur, c'est Alcatel Submarine, qui se bat contre les gros géants asiatiques qui officient dans le monde du câble sous-marin. Donc ces câbles, il y en a quasiment une vingtaine qui arrivent à Marseille, sur les 350 que compte le monde. Ils arrivent sur les plages du Prado, ils arrivent un petit peu de partout. Certains finissent chez Jaguar Network, dans le data center. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre les GAFA de travailler avec nous. Et puis, d'autres finissent directement sur le port, dans le data center d'Interxion, pour lequel on vient de souscrire, nous, une importante capacité pour être capable d'héberger des clients, à la fois chez Jaguar, mais aussi en dehors de Jaguar. Nous, on est tout à fait d'accord de travailler et de faire de l'écosystème un outil puissant. Orange n'est pas l'opérateur historique, n'est pas spécialement un fournisseur. Il y a d'autres fournisseurs. Alors en fait, il y a 3 types de fournisseurs. Il y a ou Jaguar Network qui pose ses propres câbles.
C'est ce qu'on fait nous dans certaines villes en réseau terrestre, notamment dans les grandes métropoles françaises. On a déployé plus de 7000 km de câbles optiques. Donc vous ouvrez une trappe d'égout sécurisée et vous trouvez un câble dans lequel c'est marqué Jaguar Network avec le numéro de téléphone du support en cas de coupure. Donc ça, c'est notre réseau de fibre optique. Sur les câbles sous-marins, ce sont que des consortiums. Donc en général, on retrouvera 5, 10, 20 opérateurs dans un câble. Donc on s'adresse à l'un de ces opérateurs-là pour acheter de la capacité. Alors je voudrais 10 gigas entre Marseille et Singapour ou 100 gigas entre Paris et Miami. Donc voilà, après derrière, il y a un prix de marché. Et puis il y a d'autres opérateurs qui, eux, vendent de la capacité ou hertzienne. On peut acheter ce qu'on appelle des faisceaux hertziens, notamment pour connecter les arrière-pays où il n'y a pas beaucoup de capacité, ou du satellite, dans certains cas, essentiellement dans l'univers maritime, puisque comme les bateaux bougent, on peut difficilement les attacher à un fil, ou des opérateurs de fibre optique en Europe, dans les pays de l'Est, etc., etc. Internet, c'est un réseau de réseaux. Et nous, on est connecté aujourd'hui à plus de 800 opérateurs différents, dont on a une gestion fournisseur qui est assez dense. Et puis surtout, tout ce petit monde-là vit. Donc, il y a des renégociations permanentes. Tu veux un bout de câble à Paris, à Lyon, à Marseille. Moi, je veux un bout de câble à Varsovie. Comment on se fait un prix mutuel, un prix de marché? Ça reste encore cher parce que moi, j'ai un bureau qui est au 107. J'ai la fibre qui arrive au 105, celle qui arrive au 109, mais pas au 107. Tu es renseigné pour avoir... On va s'occuper de ça, c'est pas grave. Mais c'est vachement cher encore, ça reste très cher de tirer un câble. En fait, ce qu'il faut comprendre, tout ça, c'est qu'il y a des humains derrière. Ouais. Donc aujourd'hui, quand un client vous dit « mais je comprends pas, les frais d'installation, 100 €, c'est horriblement cher », bon, tirer de la fibre en ville, on est quand même de l'ordre de 20-30 000 € du kilomètre. Faire intervenir une personne payée correctement avec le niveau de compétence adapté, parce qu'on peut toujours payer moins cher et envoyer des gens pas compétents. Si vous voulez des trous plein votre immeuble, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des films qui le montrent très bien. Et puis, voilà, aujourd'hui, quand on installe la fibre dans un bâtiment, on est sur un coût de raccordement de l'ordre de 1000 à 2000 € par client. Et donc, effectivement, quand on leur demande 100 ou 200 € et qu'ils trouvent ça très très cher, c'est à recorréler avec la réalité du terrain. Il faut une perceuse, il faut du plâtre, il faut des autorisations, moi, je m'étais adressé etc. à des Bouygues Pro, ce genre de choses. Ça reste très cher. Ça reste très cher parce que leur métier, c'est de gagner déjà beaucoup d'argent. Les tarifs dans l'entreprise sont extrêmement chers. Ça expliquera aussi notre volonté de rapprochement avec Iliad pour être capable d'amener peut-être au marché de nouvelles solutions. On y réfléchit très très fortement. Et puis il y a un marché entreprise que j'appelle moi une belle endormie, qu'il va falloir un peu secouer, un peu réveiller, parce que la transformation digitale, notre président dit il faut œuvrer à plus de croissance. Moi je suis 100% d'accord au fait que notre pays a une capacité de croissance importante et qu'on va tout mettre en moyen pour réussir à donner les bons outils aux bons entrepreneurs. Quelques grands clients? Des grands noms de clients. J'ai lu le Sénat, l'UGC ou Winamax. Ouais, Winamax, c'est un site de poker bien connu. Le plus gros client de Jaguar, c'est France Télévisions. On y héberge tout leur cloud. Et donc, quand vous allez sur France 2, France 3, que vous faites le replay sur votre box, etc., vous tombez dans les data centers Jaguar à Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. On a des clients qui sont très sensibles. Parce que sur des processus industriels, sur des choses un peu particulières, on a aussi des centres hospitaliers avec des clients qui vous disent, vous savez, je vous donne des données hospitalières, il faut absolument les préserver. Ça nous a pris quasiment 5 ans pour avoir toutes les autorisations pour héberger les données médicales. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de retrouver son dossier médical dans la nature. Et donc, on a beaucoup de clients, plus de 1200. Et pour certains, assez marrant, des UGC, l'Assemblée nationale, etc. Les métropoles. Voilà, le marché public, c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donner de meilleurs outils à la collectivité pour qu'elle soit plus performante. Et puis après, le gros, c'est du privé, avec évidemment... ou des sociétés, ce qu'on appelle chez nous des BG-PME, des bonnes grosses PME, ou vraiment des pros, parce que finalement, notre objectif en rendant la technologie disponible, c'est qu'elle le soit vraiment disponible à tous. J'ai lu un article très long sur Netflix et la technique. Les gens se rendent pas compte quand on appuie sur Play, alors je parle de Netflix, mais je pourrais parler de France Télé ou ce que tu veux. Les gens se rendent pas compte quand on appuie sur Play que le film, qui fait quand même en 4K, qui fait quand même du giga, commence immédiatement.
C'est-à-dire qu'il faut calculer pas mal de choses. Voilà, quand on achète une voiture, on regarde pas comment fonctionne l'injection, l'alternateur, la batterie. On est dans le même univers. C'est-à-dire que dès qu'on appuie sur Play dans Netflix, on doit pas attendre. On utilise, on traverse peut-être 200 équipements différents. Qui vous délivre le signal en quelques millisecondes. Quand vous téléphonez et que vous parlez à votre copain, votre grand-mère, vos enfants, vous traversez un nombre de réseaux tout juste incroyable et à peine une petite baisse de la qualité parce que problème électrique ou problème de tous les jours. Et ça devient vite insupportable pour un client final. Effectivement, je trouve que la technologie, en passant à l'ère du forfait, a un peu dévalorisé les métiers techniques. Ce qui est une vraie difficulté aujourd'hui parce que du coup on se rend pas compte et quand on se rend pas compte on valorise pas. Quand on valorise pas on veut payer le moins cher possible et souvent on rate des opportunités. Quand on est une entreprise et qu'on a de la fibre et un hébergement de bonne qualité, au lieu de mettre 10 secondes pour télécharger un plan d'architecte, on met 10 minutes. Donc on boit beaucoup de café. Au lieu d'être capable de se passer des fichiers de quelques gigas d'un serveur à l'autre, on n'y arrive pas. Et on a quand même tous connu une informatique subie et pas une informatique choisie. Et donc c'est clairement nous ce qu'on veut abolir en totalité. 2007, 30 personnes. Entre 2001 et 2007, il y a eu une levée de fonds ou après ou Alors la meilleure levée de fonds, c'est les clients. Donc, c'est bien, ça, on a beaucoup travaillé pour satisfaire les premiers clients. Évidemment, on se fait tordre le bras dans tous les sens parce qu'encore une fois, la société est jeune, donc on nous demande des compromissions fortes qu'on accepte. Voilà, on n'a pas été trop caractériel. On a accepté de faire des offres très 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 techniques. Et de se retrouver en confiance sur des dossiers face à Orange, face à SFR, face à Bouygues. Et finalement, c'est la haute technologie qui nous a permis de ne pas lever de fonds. Et ça nous a vraiment perdu. Non, on n'a jamais levé de fonds. C'est très étrange parce que je suis pas à la mode. Je suis has-been total quand je dis ça. Le samedi matin, on reçoit des startups. Pour lesquels on est samedi matin. Si vous avez le plaisir de rester avec moi un petit bout de la matinée, on a un magnifique rendez-vous là à 10h qui nécessite du capital et on va voir comment on va les aider à pas lever de fonds. Voilà. Ce matin. Comme tous les samedis. Ah oui. Ouais. C'est mon sport à moi. Aujourd'hui, juste avant la vente à Iliad, Jaguar Network est détenu par ton frère et toi. Ouais, on est deux actionnaires forts dans l'entreprise, dans le capital. On avance à un moment sur d'autres sociétés, donc on investit dans notre écosystème marseillais. Et puis, quand on voit que le cloud et les télécoms sont trustés par des géants, sont trustés par Amazon, sont trustés par Facebook, par Google, etc., on se dit qu'il faut une alliance stratégique. Donc, on cherche pas spécialement à vendre l'entreprise. Si je suis derrière ce micro-là, c'est bien parce que j'ai vraiment envie de conduire le projet. Mais lorsque Jaguar Network investit en dizaines de millions d'euros par an et que les concurrents investissent en milliards par an, il faut faire des choix qui sont les plus difficiles qu'on puisse imaginer pour un entrepreneur. Et effectivement, à ce moment-là, je trouve un accord avec Xavier Niel, qui n'a pas du tout de présence dans le secteur B2B. Et je lui dis, ça dure un quart d'heure. Alors comment ça se passe? À la Robert Louis Dreyfus. Ouais, explique-moi. Alors c'est très simple, en fait. C'est lui qui te contacte ou c'est toi qui le contacte? Non, c'est moi qui me rends compte. Je suis sur un salon en 2017 et je rencontre en fait des patrons d'opérateurs alternatifs. Donc le salon s'appelle IT Partners. C'est un salon dans lequel on va chercher des partenaires. Et Jaguar, qui avait toujours fait de la vente directe avec des commerciaux, lance la vente indirecte avec des partenaires. Et donc voilà, on a pris un petit stand. On est à Marne-la-Vallée, au cœur de chez Mickey. Un salon dans Euro Disney, c'est super original. Tout l'écosystème est là, plus de 5000 personnes, un truc relativement important. Et je rencontre les patrons de mes concurrents qui viennent me voir en disant mais on te connaît pas, et moi je leur parle 5G, je leur parle fibre, je leur parle techno, et face à moi je m'aperçois que les gens sont pas très techno, ils sont plus commerce, marketing, finance.
Donc deux mondes se rencontrent vraiment, c'était pas le mien, deux mondes. Et je leur dis, mais vous vous rendez compte, la 5G, avec quasiment, vous allez avoir 1 gigabit de données dans la poche, quoi. C'est 20 fois le débit de la DSL, c'est le débit de la fibre. Votre parc, il est constitué à 70 ou 80% d'ADSL, il va se passer un boom majeur dans les 3 ans. Non, on le voit pas comme ça. Non, le marché, on va voir comment il évolue, etc., etc. Et finalement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de me dire, c'est pas possible. Une connexion Internet à la maison, ça vaut 30 €. Vous avez Netflix, le téléphone, vous avez tout. Comment est-ce qu'on va réussir à expliquer qu'une fibre entreprise, ça vaut 1 000 €? Voilà, quand ça vaut 3 fois plus cher, on est capable de raconter une histoire, de le justifier. Mais quand à la maison on paye 30 €, tout un segment ne sera pas prêt à payer plus que le B2C. Ce qui est dommage, parce que les offres sont pas du tout les mêmes et que le niveau de fiabilité d'une offre grand public est très très faible. Le réseau par construction est archi mutualisé. Donc je me dis, voilà, tu as 2 enjeux technologiques énormes, le passage de la 3G, 4G à la 5G. Il faut acheter des fréquences, il faut déployer plus de 30 000 points hauts avec des antennes. Ça représente des milliards d'investissements. Tu as le passage du cuivre à la fibre. On arrête la DSL et on va vers le FTTH. On l'a dit tout à l'heure, au début de Jaguar, la DSL était en cours d'installation. Voilà. Qui en France installe de la fibre? Qui installe de la DSL et de la 5G? Il y en a 4. Il y a Bouygues, il y a Orange, il y a SFR et il y a Free. Free qui bénéficie d'un déficit d'image lié à des problèmes de qualité, Bon, alors on va voir Xavier, on lui dit voilà, vous investissez énormément d'argent, vous êtes le dernier opérateur mobile, vous êtes très occupé. Tu vas le voir directement ? Oui, on sonne à la porte, on rentre. Faut faire une chose simple. Déjà, il te connaît de toute façon, donc. Grosso modo, on a plutôt toujours fait nos preuves. Et les gens comprenaient pas pourquoi on n'était pas déjà vendu, revendu, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ADN à la fois de l'entrepreneur, mais surtout des équipes. Il faut que les équipes se ressemblent. La grande question, c'est connaissez-vous un M&A, un merge and acquisition, connaissez-vous une opération de fusion dans les télécoms qui se soit réellement bien passée? La réponse est claire, c'est non. Donc il faut pas aller chercher une fusion, il faut aller chercher une alliance. Et le communiqué de presse qu'on a publié à l'époque parle réellement d'alliance stratégique. Jaguar Network va prendre le B2B d'Iliad, qui est une activité qui n'a pas été jusqu'alors développée, et on récupère la responsabilité d'exploiter les services fibres et les services 4G, 5G pour le groupe. Et en ce sens, on est en train de construire des solutions pour les entreprises à partir de l'ADN de Jaguar Network. Et donc, d'ici quelques temps, on aura de nouvelles offres sur le marché, probablement dès 2020. Tu le rencontres, tu le vois, c'est lui qui te fait une proposition, c'est toi qui... Comment ça se passe ? On va pas rentrer trop dans les détails, mais pour expliquer comment ça se passe, c'est assez simple. On a une technologie interne chez Jaguar, multi-cloud. Grosso modo, les clients nous disent voilà, moi j'aimerais bien être client et Jaguar, et Amazon, et Google, et machin, mais j'ai pas envie d'avoir 4 contrats, j'ai pas envie de gérer dans 4 interfaces différentes. Donc notre solution Atlas multi-cloud, je prends une boîte en ferraille et je colle un autocollant Atlas par-dessus et je dis à Xavier, ça c'est l'avenir de l'entreprise, clairement. Être capable d'avoir des datas un petit peu de partout. Et on a une stratégie chez Jaguar en 3 étapes. Gagner la bataille de l'accès, mettre une paire de fibres optiques dans toutes les entreprises françaises. Tu as le réseau pour le faire. Et moi, j'ai l'outil qui permet de piloter ça. Deuxièmement, il faut qu'on gagne la bataille du stockage. Aujourd'hui, les entreprises n'utilisent pas du tout leurs data correctement. Elles sont subies, alors qu'elles peuvent générer énormément de valeur. Et le 3e sujet, c'est l'intelligence artificielle. On l'utilise déjà en interne chez Jaguar depuis 10 ans. Pourquoi on la mettrait pas à disposition pour de vrai des entreprises? Et donc à ce moment-là, on se tape dans la main. La proposition naturelle, c'est écoute, on va racheter 100% de l'entreprise. Et ma position à moi, c'est de dire surtout pas. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à développer le projet Jaguar Network, développer d'autres projets, puisqu'on a aussi continué à entreprendre dans différentes régions. Mais vraiment, Jaguar Network, c'est l'ADN de base du groupe et c'est cette capacité à fournir des nouveaux services pour accompagner l'économie. Et en ça, la mission m'intéresse vraiment particulièrement. En résumé, ils ont une mauvaise image ou ils n'ont pas d'image du tout sur l'entreprise
Et toi, tu as envie de pénétrer quand même ils sont absents. C'est-à-dire que c'est pas un métier qu'ils ont choisi de faire. Ils ont choisi d'être par bons contre, dans le B2C. Et moi, je ne sais faire que de l'entreprise. Le B2C, c'est pas mon marché. Parce que j'ai lu un moment que tu avais un projet de faire un Jaguar Box ou alors on a de rentrer donc chez le B2C. On n'a pas du tout d'envie de rentrer dans le B2C. Ça, c'est très clair. Déjà parce que c'est absolument pas ma compétence. Mais le B2C entreprise. Les pros. Les pros, oui. Ouais, bon, nous, notre expertise, elle est grands comptes. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de développer Jaguar dans les grands comptes, et puis probablement de mettre à disposition cette technologie Jaguar éprouvée à destination de tous d'ici quelques temps. Mais il faut qu'on finisse de développer. Cette technologie, elle doit être accessible et compréhensible facilement. Tout le monde a un smartphone dans la main. Tout le monde utilise un smartphone, même les plus anciens et les plus jeunes. Aujourd'hui, la technologie cloud, elle mérite encore d'être facilitée, simplifiée, pour en faciliter l'adoption. L'un de nos objectifs prioritaires, c'est d'arrêter d'afficher de la complexité et de rendre tout ça très très simple. Et finalement, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête en chemin. Donc tu veux garder 25% de ta société. Comment vous fixez le prix? Tu dis, je lâcherai. Comment ça se passe? Après, si tu peux. Oui. Non, il n'y a pas de ça. Parce que le prix a été communiqué. Ouais, alors il y a des cotés en bourse, donc ils ont pour obligation de prévenir leurs actionnaires quand ils font des emplettes. Il y a un barème en fait qui permet de fixer les prix. D'accord. Et il s'avère que le montant arrondi était plutôt déjà important. T'as pas hésité? Et non, parce que c'est pas un sujet de prix. Par contre, à mon avis, ça a été un sujet de pourcentage de garder les parts. Non. Même pas? Non, j'ai dit en fait, voilà, Kevin, c'est quoi ta meilleure proposition? Bah c'est ça. Voilà. Il te dit OK. Voilà, c'est tout. Bien. Non, mais il y a des fois, il faut pas discuter trop longtemps. On aurait discuté avec un fonds ou un banquier, et je pense que ça aurait été beaucoup plus rotor. Mais voilà, on discute, on s'assoit sur le coin d'une table. Finalement, je viens lui apporter une solution clé en main. Il me fournit ce que je n'ai pas clé en main, et on développe un nouveau métier clé en main. Donc, on prend ces 3 clés et on y va. Comment on se sent quand on reçoit tu te dis j'ai réussi, ça y est, j'ai fait ce que j'avais envie de faire? On se sent très mal. Non, on se sent très très mal. Abandonner la majorité de sa société et celle dont tu es créateur avec l'aventure qui est la nôtre, qui est absolument incroyable. Pendant une semaine, on a un vrai coup de blues. Et encore, tu restes à la tête. Ouais, alors si j'étais pas resté à la tête, je pense que je m'en serais jamais remis. Donc vraiment, quand on est entrepreneur, faut faire attention de pas tomber. C'est un peu comme le gagnant du loto, il faut pas qu'il tombe dans la dépression. Donc déjà, il faut savoir vraiment garder beaucoup de sang-froid. Je ne me suis occupé d'absolument rien, si ce n'est de m'occuper de Jaguar Network. Et puis, voilà, d'avoir cette capacité de continuer à investir. On a laissé une grande partie de cette somme dans l'entreprise pour créer nos 1000 emplois, pour créer des nouveaux bâtiments. Et puis, on a quelques projets à l'esprit, notamment... moi, je dis toujours qu'on peut pas demander à la collectivité de faire 100% de ce qu'elle n'est pas capable de faire. Donc, il y a certains projets qui sont les nôtres, sur lesquels on va un peu se substituer aux attentes des collectivités. C'est bien parce que c'était ma question d'après, les 1000 emplois. Alors, explique-moi, parce que c'est quand même incroyable. Alors, dans quel domaine 1000 emplois, c'est énorme? Ouais, c'est énorme. Ça va quand même sur les trois data centers, se dispatcher sur les 4-5 prochaines années. À la fois parce que les profils qu'on cherche existent peu ou pas, et à la fois parce qu'on est vraiment dans de la reconversion. Donc, ce qui est important pour moi, très très important pour moi, c'est un excellent service client. Il faut absolument que quand on téléphone, on ne retrouve pas l'expérience qu'on peut avoir chez nos camarades concurrents, parce que voilà, on fait tous des repas entre copains le samedi soir, et quand on pose la question qui fâche, ça se passe comment quand t'appelles le support d'Orange ou quand t'appelles le support machin? Je suis trimballé de collaborateur en collaborateur. Je sais pas dans quel pays j'appelle. On me rappelle pas. La solution qu'on me fournit est pas la bonne. Et moi-même, je dois vous avouer, j'ai été confronté à titre perso à la maison. On n'a juste pas envie d'appeler. Et donc, dans ces 1000 emplois, on va retrouver déjà 500 emplois dans les centres de support, avec des gens qui sont correctement formés, qui sont correctement payés. En France ?
en France, exclusivement en France. Mon objectif est vraiment de rayonner comme un géant de la tech en Europe. Donc, on va pas commencer à s'éparpiller. Et puis surtout, il faut offrir aux gens des carrières. On peut démarrer en bas de l'échelle. Je l'ai fait. J'ai démarré avec rien dans la poche, étudiant, sans connaître quoi que ce soit de ce métier-là. Et finalement, j'aime beaucoup la méritocratie. J'aime beaucoup quand les gens s'investissent. Je pense que c'est le monde d'après. Certains candidats au recrutement, on les laisse au bord du chemin parce que quand ils nous demandent des choses qui sont du monde d'avant, clairement, on veut pas construire avec eux. Et donc, on va monter une structure qui s'appelle Méritocall, qui est un call center dans lequel le premier point de management, c'est la méritocratie. Voilà. Vous voulez y aller, vous avez envie, vous allez vous investir correctement. Eh bien allez hop, on y va ensemble et je vous garantis une carrière à long terme et je vous garantis surtout un job sympa. Je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les parties pas sympas du job, on essaye d'y mettre de l'intelligence artificielle parce que la machine le fait très bien. Tu investis 18% du chiffre d'affaires, c'est ça, dans les R&D ? Oui, on est entre 17 et 18%. Une société française investit très peu en R&D en général. Nos sociétés, on n'est pas connu pour ça. Une société qui commence à vouloir construire le lendemain, c'est 1%. Et une société qui investit massivement, c'est de l'ordre du budget marketing, c'est 3%. Ouais, bien sûr. Nous, on y a investi 18% pour deux raisons. Un, parce que on a énormément de développement informatique. Énormément, il faut automatiser, il faut rendre le job sympa. Les ressources sont rares, elles sont assez coûteuses, donc il faut optimiser tout ça pour rester compétitif. Et puis, sincèrement, il y a une deuxième partie, c'est qu'il faut inventer demain. Quand tout va bien aujourd'hui, il faut inventer demain. Trop souvent, les sociétés ne pensent pas à demain ou ils pensent trop. Nous, on a une roadmap à 36 mois qui glisse d'une année toutes les années. Donc, on a nos projets qui continuent à long terme. On sait exactement ce qu'on veut faire dans 36 mois, dans 4 ans, dans 5 ans, avec, comme je le dis toujours, une vision claire à 80% de ce qui est fait à 12 mois, 50% à 24 mois et 25% et moins à plus de 36 mois. Donc, il faut s'adapter, écouter, voyager. Il faut aller rencontrer des sociétés qui font les mêmes métiers que nous dans d'autres parties du monde. Il faut juste construire ce qu'est une économie mondialisée. Très simple en fait. Parlons de la 5G. C'est une opportunité ? La 5G, ça va faire couler beaucoup d'encre. Donc, on commence à avoir... Ça en fait déjà couler avec Huawei et les problèmes, le retard qu'on a. Ouais, il y a des vrais débats et des faux débats. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur la 5G qui est un débat très simple. Quels sont les usages de la 5G ? Comment on va déployer la 5G et cette capacité à trouver un business model autour de la 5G, ce qui est très 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 compliqué. Alors la 5G effectivement fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre, notamment sur les problématiques européennes. On est sur une guerre de souveraineté qui ne dit pas son mot. Je trouve que la meilleure définition de la souveraineté, c'est de préserver la capacité de décider. Et en ça, les télécoms qui sont omniprésents dans tous les sujets ont une prégnance forte. La 5G, c'est une promesse de plus de débit. Donc, c'est la capacité, comme il y a 10 ou 20 ans, d'avoir un téléphone et d'en faire de nouvelles choses. Alors, effectivement, la vidéo est déjà là, YouTube est déjà là. On aura YouTube dans une meilleure définition et on aura surtout de nouvelles expériences. L'immersion, la réalité virtuelle, tout un tas de sujets qui sont des technologies compressantes, qui vont consommer énormément de data. À ce sens, évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Mais surtout, faciliter de nouveaux développements, de nouveaux métiers. Donc la 5G, c'est une vraie opportunité. C'est quelque chose qu'il va falloir gérer intelligemment. Et 80% de nos usages vont servir le B2B, vont servir le business. Vous allez pouvoir former vos techniciens en temps réel, faire du suivi de maintenance. Vous allez pouvoir déporter la compétence. Vous n'avez plus besoin d'avoir la compétence devant la machine. Vous pouvez avoir la compétence derrière et un gars qui suit des instructions devant. Et donc, il y a beaucoup de pourcentage d'économie à aller chercher avec la 5G. Il faut quand même le rappeler que la 5G, c'est pas de la 4G plus rapide. C'est de la 4G évidemment plus rapide, mais c'est surtout une latence qui est divisée par 10, je crois, parce qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à quoi, 50 millisecondes ? Ouais, on est autour de 50 à 80 millisecondes avec la 5G. Ce qui fait quand même déjà 0,05 secondes.
Alors que là, on va être quoi, 1 milliseconde? Ouais, clairement, quand vous avez une conversation téléphonique, ça supporte jusqu'à 300-400 millisecondes. Donc ça ne va pas nous aider à parler plus vite ou à transmettre plus d'informations. Ça va essentiellement nous aider dans des usages spécifiques très sensibles à la latence. La vidéo notamment est très sensible à la latence. Plus la latence est courte, plus le débit vidéo est important. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a le chirurgien à distance ou il y a la voiture autonome. Ouais, la voiture autonome, c'est un vrai faux débat, puisque en Europe, la Commission européenne a décidé d'avoir le Wi-Fi pour communiquer à courte distance et la 5G pour communiquer à longue distance. Donc des usages qui sont très très sensibles à la latence, il y en a quelques-uns, mais le gros du bénéfice de la 5G, c'est pas uniquement sa technologie, c'est sa capacité de déploiement. Typiquement, dans une usine connectée, on appelle ça l'industrie 4.0, on va pouvoir déployer une micro-borne 5G pour connecter toutes les machines-outils en 5G. Lorsque vous avez une machine-outil qui imprime en 3D, elle transfère des fichiers qui sont gigantesques, les réseaux des entreprises sont pas à niveau, elles n'ont pas toujours les moyens d'y investir, donc y coller un modem 5G avec une logique qui permet de transférer les plans, ça va nous permettre de moderniser notre économie. Donc il y a deux grands volets. Il y a un volet technologique, la latence, le débit, ça c'est plutôt orienté B2C, beaucoup B2C. Et puis il y a un volet objet connecté, IoT, qui va nous permettre de développer de nouveaux usages. On a commencé l'IoT, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2007 pour les besoins internes de Jaguar. On est en test 5G avec Monaco Télécom, qui a déjà déployé cette 5G, et donc on va voir comment convertir l'existant de recherche et développement de Jaguar vers la 5G et vers un autre protocole qui s'appelle NB-IoT. Rapidement, Huawei, c'est un faux débat? C'est un vrai faux débat. Je pense qu'à un moment... Je parle du fait que Huawei potentiellement pourrait avoir une sorte de backdoor pour pouvoir écouter ou Ils pirater. ont tous des backdoors, et les Français en premier. Donc c'est une guerre politique dans laquelle moi je rentre pas. Mon job c'est de faire de l'économie, c'est pas de faire de la politique, et j'y tiens vraiment. Tout le monde a des backdoors. Huawei a une avance technologique importante. Le gouvernement a proposé aux opérateurs de regarder du côté de Sagem, qui n'a pas du tout ce qu'il faut. L'Europe a oublié de fabriquer un géant des télécommunications. Elle en a eu l'occasion avec Nokia, elle en a eu l'occasion avec Alcatel, elle en a eu l'occasion avec Ericsson. Au début des années 2000, ces boîtes-là auraient dû fusionner. C'était à l'époque la politique de la planche à billets avec la Chine. Huawei a eu beaucoup d'argent de son gouvernement. Et donc a eu cette capacité à construire une position de leader. Huawei, il y a 10 ans, il venait vous voir en disant si vous avez un produit Alcatel, je vous le vendrai 10 fois moins cher. Et donc les opérateurs qui étaient principalement pilotés par la finance ont accepté ce deal de faire une économie immédiate, ont permis collectivement, tous, de fabriquer un géant asiatique, et aujourd'hui se pose une question de souveraineté. Je pense sincèrement qu'on aurait dû être un petit peu plus malin. Parlons des data centers. C'est quoi un data center? Un data center, c'est ni plus ni moins qu'un bâtiment qui est beaucoup moins complexe qu'un hôpital et beaucoup plus complexe que des bureaux. On y retrouve des serveurs informatiques, on y retrouve des équipes qui pilotent ces infrastructures. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui caractérise une machine informatique, c'est la haute disponibilité connectée à Internet. Donc ces bâtiments-là, ils ont 3 enjeux forts. 1, la haute sécurité. On veut pas que des gens rentrent à l'intérieur. Donc le premier enjeu, c'est la sécurité. On veut pas que vos données se retrouvent un petit peu promenées partout. C'est du secret industriel. On a un deuxième enjeu qui est la disponibilité électrique. Sans énergie, les machines ne peuvent pas tourner. Donc en général, ils ont des câbles dédiés. Sur celui de Marseille qui est juste derrière nous, on a 2 fois 15 mégawatts d'énergie qui rentrent dans notre bâtiment. Sur 2 transformateurs électriques différents. Les câbles ne se croisent jamais, rentrent sur 2 usines de production différentes. Donc tout est sécurisé, comme on peut retrouver dans l'industrie lourde. Et le troisième enjeu, c'est les télécoms. On veut absolument que ces bâtiments-là soient raccordés, 100% de disponibilité, aucune tolérance pour la panne. Et donc, on y retrouve 5 à 6 chemins de fibre optique qui rentrent dans le bâtiment, qui eux aussi ne se croisent jamais. C'est des investissements qui sont très lourds, une industrie qui suscite beaucoup de questions de par son empreinte carbone,
qui est très forte. Et donc, ces data centers, ils ont des enjeux écologiques hyper importants. Et donc, on a chez Jaguar Network, dès le milieu des années 2000, imaginé des technologies qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie. Et à ce titre, on a développé des objets connectés et du big data pour la gestion énergétique de nos data centers. Mais le bilan énergétique, il est fait essentiellement à cause du refroidissement. Alors, au début des années 2000... Quand tu vois les GAFA, enfin, je crois qu'il y a un des GAFAM qui a des trucs en Islande, je crois. Ouais, évidemment. Alors, au début des années 2000, on est un peu dans l'époque de la gabegie et on est dans l'époque où on met de la climatisation chaude sur de l'air froid. Ouais. Bon, écoutez, à la maison, ça peut peut-être fonctionner, mais thermiquement, c'est pas génial. Nous, dès le milieu des années 2000, fin des années 2010, on est vraiment dans la thermodynamique. On se dit que la nuit, il fait froid, donc on n'a aucun intérêt d'allumer la clim la nuit. Donc on va chercher les calories à l'extérieur pour les amener à l'intérieur. C'est la grande époque du free cooling, du free chilling, et donc effectivement, on divise par deux la facture énergétique. Dans les années 2010 et plus, on enferme les serveurs dans ce qu'on appelle des couloirs froids, et on amène la calorie froide précisément devant la machine. Et là, on arrive quasiment à diviser par 3 la consommation de clim et d'énergie. Et aujourd'hui, on a atteint un seuil physique qui fait qu'effectivement, on est vraiment dans une performance écologique importante. Mais dans la recherche, on n'arrive pas vraiment à baisser les calories des processeurs. Les lois de la physique sont celles qu'elles sont. Il y a un moment, on atteindra des limites. Aujourd'hui, la course, la loi de Moore d'Intel qui disait qu'on multipliait la fréquence par 2, etc., on ne l'a plus. Aujourd'hui, on ajoute des cœurs, c'est-à-dire qu'on multiplie les processeurs. Et on essaye d'avoir des calculs qui sont les mieux construits, les mieux développés. Ce qui consomme de l'énergie, c'est pas les data centers, c'est la mauvaise utilisation logicielle des data centers. Quand vous avez un logiciel qui est développé avec les pieds par un sous-traitant qui n'y connaît absolument rien, il va consommer 10 fois plus d'énergie quelqu'un qui sera un petit peu pointu et qui réfléchira en profondeur. Donc cet emballement de l'économie numérique, cette recherche du coût toujours le plus bas, elle est là l'empreinte écologique, réellement. Oui, mais il faut se rendre compte aussi que le data center, il peut héberger effectivement des sites internet ou de la vidéo, mais il héberge aussi un selfie, un SMS. Ça passe par là aussi. Ça passe par une hygiène globale. Quand on est dans la rue et qu'on jette son fast-food par la fenêtre, la ville n'en est pas plus propre. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un emballement. Je crois beaucoup à une notion de frugalité qui va arriver entre 2020 et 2030. Voilà, chaque décennie a son grand combat. Je pense que les bases du combat écologique ont été réellement portées lors des dernières élections. On dit toujours qu'il y a 3 agendas. Un agenda court terme qui est l'agenda politique, un agenda moyen terme qui est l'agenda économique et un agenda à plus long terme qui est l'agenda de nos enfants, qui est l'agenda écologique. Clairement, c'est une réflexion qui s'arrête aujourd'hui. L'agenda à long terme écologique vient de rejoindre l'agenda court terme. Pour être élu, pour avoir cette capacité à peser dans le débat public, il faut clairement prendre des actions. Et je pense qu'on va rentrer dans une époque de la mesure de l'efficacité publique. Et en ça, les acteurs du privé ont une responsabilité importante. Data Center Cloud, ce sont des armoires avec un rack, un disque dur. Comment ça se fonctionne? Vous vous retrouvez dans des infrastructures qui déjà sont des bâtiments. Donc c'est des grands entrepôts très 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 isolés parce que les flux énergétiques, on veut pouvoir les maîtriser à 100%. Derrière ça, vous avez des lots techniques, des transformateurs de plusieurs mégawatts, des groupes électrogènes, des cuves de fuel, du câble, du cuivre. Et puis, vous avez vraiment les infrastructures dédiées aux serveurs. On retrouve 3 types de composants essentiellement. Le stockage, les disques durs. On annonce classique ou en SSD en général? Alors on a les deux. On a des disques durs classiques. On annonce bientôt des disques durs de 50 Tera. Donc on a vraiment une densification forte de l'information. Mais ça se change régulièrement ou oui, bien sûr. C'est comme dans une voiture. Il faut faire la révision de temps en temps. Donc le stockage. Le deuxième sujet, c'est le calcul. C'est les CPU. C'est les processeurs. On a aujourd'hui 2 types de processeurs, les CPU et les GPU. On utilise les GPU pour l'intelligence artificielle, des processeurs graphiques qui à la base servent à construire des images et qui sont des monstres de calcul. Ces monstres de calcul, on en a besoin pour l'intelligence artificielle qui est principalement basée sur une assiette de calcul. Et puis on retrouve la mémoire vive. Vous avez des barrettes et des barrettes et des barrettes de mémoire vive
pour y héberger ces calculs-là. Tout ça, c'est entouré d'un emballage télécom. Et puis, vous retrouvez tous les composants de sécurité, la détection incendie, l'extinction incendie. Voilà. Donc, c'est des univers qui sont très, très, très coûteux à mettre en œuvre, très coûteux à exploiter et qu'il faut optimiser le plus possible parce que, évidemment, comme un avion, on n'a pas le droit à l'erreur et ça peut pas s'arrêter. Donc, on a des triples redondances sur les systèmes vitaux pour que ça ne s'arrête jamais. Comment on explique qu'OVH, il y a 2 ans, ils ont un problème électrique, le groupe électrogène a également un problème et ils coupent une matinée un quart de la France. Enfin, un quart de la France, un quart de leurs clients en France. Moi, j'aime beaucoup Octave Klaba, qui est le fondateur d'OVH, qui est vraiment une personnalité totalement atypique et on est quelques-uns à avoir survécu. Je rêve d'inviter dans ce podcast. Et qu'on est quelques-uns à fait partie des derniers des Mohicans, Octave et moi, sur ces sujets-là. Bon, ben voilà, des fois on confie l'ingénierie à l'extérieur et parfois il y a des erreurs d'architecture. Donc chez OVH, les 2 groupes électrogènes qui étaient censés assurer le secours étaient connectés ensemble et donc l'un a court-circuité l'autre. Donc plus d'énergie d'EDF, plus d'énergie de ces groupes électrogènes. Le site se meurt lentement et s'arrête, ce qui pose des problèmes absolument gigantesques lors du redémarrage. On redémarre pas un data center comme une voiture. Voilà, c'est un problème d'architecture technique. Immédiatement, nos clients, nos partenaires nous ont demandé mais alors, si ça arrive à OVH, pourquoi ça n'arrive pas à Jaguar Network, etc. On leur a dit, nous, on a fait un choix d'architecture un petit peu différent. Oui, nos prestations sont plus chères qu'OVH. Oui, on est plus cher qu'OVH. On vise pas tout à fait les mêmes clients qu'OVH. On est plutôt sur des clients critiques. Et donc, nous, nos éléments ne sont jamais connectés. Donc, quand bien même ça nous arriverait, on aurait un niveau de redondance supplémentaire qui nous permettrait de fonctionner. Nos groupes électrogènes sont des moteurs, les groupes électrogènes qui fabriquent cette énergie de remplacement. Ils ont 2 démarreurs, un thermique, un pneumatique. Ces groupes électrogènes, ils sont doublés sans connexion. Et ce qui a fait défaut à OVH à ce moment-là, c'est un problème d'architecture. Et de malchance, parce que quoi qu'on en dise à la fin, on n'est pas des magiciens, tout ça reste de la technique. On parlait des GAFAM, c'est un peu compliqué pour se dire aujourd'hui on va arriver à hisser en Europe un GAFAM. Pourquoi est-ce que ce soit Microsoft ou AWS, Amazon, marquent un peu le marché? Tu penses qu'on aura, tôt ou tard, un vrai leader dans le cloud ou ailleurs, quoi? Bon, déjà, sachez que c'est quand même notre combat de tous les jours. Très clairement. Le Quant avec des gens comme ça, quoi. Voilà, on est tous alignés sur un enjeu de souveraineté. Voilà, préserver notre choix à décider, c'est important. Je dis toujours, moi, qu'il y a une certaine hypnose du marché. Aujourd'hui, ça paraît tellement naturel d'avoir un iPhone, d'y mettre ses informations confidentielles, d'y mettre les photos de ses enfants. C'est tellement naturel d'aller acheter sur un site web Amazon que on voit pas le mal. On se dit pas qu'il y a des enjeux de souveraineté, qu'il y a des enjeux de politique. Donald Trump le révèle assez bien en disant les Chinois. Voilà, il faut comprendre qu'en Chine, l'internet, il est filtré. Dans de nombreux pays, l'internet est filtré. En Europe, l'internet n'est pas filtré. Voilà, vous pouvez écrire n'importe quoi à n'importe qui, que ce soit gentil ou moins gentil. Que vous ayez un gilet jaune ou pas, vous faites ce que vous voulez. On est dans une démocratie républicaine. C'est pas vraiment le cas partout dans le monde, donc ça se traduit évidemment par les infrastructures. Les GAFA, ils ont pénétré le marché par le B2B, voilà, avec des vraies propositions, un vrai enjeu d'optimisation fiscale. Ouais, voilà, c'est vrai. Google, vous allez sur Google, le siège il est aux Bahamas, vous allez chez Amazon, machin. C'est un peu déloyal avec la Fnac et compagnie, les Amazon, c'est un peu une concurrence un peu déloyale. Vous prenez par exemple Amazon, qui a quand même un business model incroyable. Jeff Bezos est l'un des visionnaires les plus grands. Ouais, c'est des grands noms américains. Il y a l'équivalent en Chine. On n'en parle pas trop parce qu'on a la barrière de la langue et la barrière de la distance. Alibaba ou que ce soit Alibaba, que ce soit Yandex en Russie, il y a des gros faiseurs. Et nous, on vit toujours dans un monde barycentré entre l'Europe et les États-Unis. Quand vous parlez avec China Mobile, vous leur demandez leur chiffre d'affaires, c'est 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors que Google fait le tiers. Donc il y a des géants chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils servent une population qui est importante.
Donc on revient sur des mais propos on occulte, qui sont originels. quand on parle des GAFAM, effectivement, on rajoute le M de Microsoft, mais on occulte les BATX. On occulte les BATX. C'est Baidu est un groupe géant. Un jour, une entreprise chinoise dont je tairai le nom vient me voir, me sort un slide PowerPoint comme tous les slides du monde, me dit voilà, à gauche les logos américains, une flèche jaune, à droite les logos chinois. On fait ce qu'on appelle du copycat. On copie sans honte parce que dans notre marché, on a le droit. Et donc, on fabrique des géants. Qui sont les oubliés de l'histoire ? Ce sont les Européens. Ce sont les Européens pour 3 raisons. Première raison, parce qu'on ne parle pas tous la même langue et qu'on n'a pas d'harmonie fiscale. Elle nous coûte cher, cette non-harmonisation fiscale en Europe. Deuxièmement, on a un deuxième problème qui est, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de géant. On n'a pas construit le super Nokia, super gros. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas très bon en commerce et en marketing. Voilà, on est toujours plus cher que les autres. On produit plus cher que les autres. Et c'est quelque part assis sur notre démocratie. Voilà, oui, le travail chez nous coûte plus cher qu'en Chine. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, ça a un poids qui est important, ce qui milite pour ça. Et on a une régulation. On l'a vu il y a encore quelques mois. On a voulu fabriquer un géant du chemin de fer. On a dit non. C'est une bêtise incroyable dans un monde mondial. Il nous faut des géants. Et la Commission européenne, puisque vous le savez, certains appliquent le règlement à la lettre tel qu'il le faut, mais quelque part, on a du mal à se décider à le faire. Et je pense que clairement, on va se réveiller un peu tard, mais il y a des pans entiers à explorer. Et clairement, c'est ce qu'on veut faire avec Iliad, fabriquer un géant européen. Iliad a déployé un opérateur complet en Italie en quelques mois. Xavier Niel est actionnaire en Irlande, à Monaco, un petit peu aussi en Afrique. On doit reconstruire un lien avec l'Afrique fort que les Chinois ont préempté. Et donc, vous voyez, on parle technologie, on bascule vers l'économie, on repasse vers la géopolitique. Bon, tout ça, c'est très lié, en fait. Tu parlais de Trump. Qu'est-ce que tu en penses du Cloud Act en étant hébergeur ? Moi, je pense que le Cloud Act est un signal fort au fait que les États-Unis souhaitent rester impérialistes, même dans le monde de la data. On va rappeler peut-être ce que c'est le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est la capacité pour une administration américaine d'aller saisir de la donnée quasiment n'importe où une entreprise ayant une partie de ses activités ou son siège aux États-Unis, et une partie de ses activités, c'est important. Ouais, bien sûr. Donc, un juge américain a le droit de faire ouvrir un disque dur en France, en Suisse, à Monaco ou n'importe où. Donc, tu es concerné sur un simple acte. Alors, nous ne sommes pas concernés pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas d'activité aux États-Unis. Enfin, tes clients, je veux dire. Alors, mes clients, ceux qui sont chez Jaguar, sont pas concernés. Ouais. Voilà, donc c'est un vrai avantage souverain. À l'inverse, tous ceux qui ont peu ou partie aux États-Unis sont concernés. Donc, on pourrait un jour se voir poser la question par un juge américain qui nous dirait voilà, l'entreprise XYZ a des activités chez nous. Merci de nous donner leurs données. Et on dirait non. Parlons IA. Est-ce que ça va exister ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ça existe évidemment déjà depuis longtemps. Les GAFAM l'utilisent à notre tort et nos dépens et souvent notre avantage. L'IA, la façon la plus simple de la décrire, c'est le petit objet qu'Amazon veut vous faire acheter en plus en disant voilà, il y a X% de clients, lorsqu'ils achètent le Lego City, ils aiment acheter le camion de pompier qui va avec. Donc cette IA, elle est à la fois menaçante, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup. On a parlé du monde Terminator, avec des robots, des machins. Et elle est à la fois une opportunité incroyable pour la création des emplois. L'Obs, cette semaine, titre « L'intelligence artificielle bouleverse nos vies ». Oui, elle bouleverse nos vies et elle le bouleverse dans les deux sens. Positivement, on peut prendre quelqu'un qui est moins formé et lui fournir un emploi. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre plan de recrutement sur les 500 salariés support qu'on va recruter. Clairement, ils ont un petit automate qui les aide à se former. Et leur manager va pouvoir désactiver l'automate
parce qu'un petit peu comme la machine des sous-doués qui vous pose des questions et vous récompense, il y a un moment, il faut qu'on arrête d'être assisté. Mais Elon Musk et je crois que Stephen Hawking aussi, à un moment, ils ont un peu refroidi le truc, quoi. Oui, il faut encore une fois savoir raison garder. Comme toutes les technologies, on peut. Pourtant, l'IA, Elon Musk, Elon Musk, il l'utilise quand même. Oui, mais il te dit à un moment, on a peur que la machine prenne le dessus, quoi. Bah, elle le prendra immanquablement. Voilà. Oui, mais elle est pas capable d'innover, d'inventer. Enfin, pour le moment, en tout cas. Les chercheurs de Facebook ont quand même désactivé une IA qui avait pour objectif de faire communiquer deux automates. Bon, les deux automates, au bout de 4 heures, ils ont créé leur propre langage. Oui. Bon, et c'était il y a 2 ans. Donc, oui. bon. Mais le jeu de Go, il s'est joué qu'au jeu de Go. Le jeu de Go, aujourd'hui. Ouais, c'était plus vieux aussi. Aujourd'hui, c'est joué qu'au jeu de Go, mais bon, il est meilleur que nous quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Il est bien meilleur que nous. C'est Deep Blue, avec Gasparov, il y a quelques années, qui joue aux échecs. On a une sommité mondiale des échecs. IBM qui investit de l'argent dans un programme d'IA et qui a réussi à battre le champion d'échecs. Le problème aussi de l'IA, en parlant de la voiture autonome, c'est qu'il faut que ça fonctionne à 100%. Tu peux pas dire 99% et 1%, c'est pas grave. Je pense qu'il faut faire très attention dans la façon dont on présente le sujet. C'est un peu tous ces journalistes qui aiment beaucoup l'audience et donc qui publient des news sans que ce soit des informations. Voilà. La voiture autonome n'est pas du tout le premier usage de l'IA. Le premier usage de l'IA, c'est votre smartphone dans votre poche qui vous pousse des pubs, des machins, des trucs et qui enrichit les GAFAM à vitesse grand V pour la simple et bonne raison qu'elle est capable de vous cibler en tant qu'humain et de vous amener le produit dont vous avez besoin. Donc il faut déjà vraiment reposer les bases du débat sur l'IA. Premier sujet, qu'est-ce qui impacte l'humain ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que normalement vous tournez à droite et que votre GPS vous dit vous tournez à gauche ? Voilà, c'est Waze, tout ça l'IA. Donc il faut vraiment concentrer à mon goût le débat sur ce qui touche l'humain aujourd'hui au plus profond. C'est la médecine prédictive. À partir d'une simple goutte de sang, on vient séquencer votre ADN et on vous dit vous avez 84% de chance ou d'avoir un carré d'as à la prochaine partie de poker ou d'avoir une tumeur importante à partir de 72,4 ans. Voilà. Donc il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont, pas masquer le débat avec la voiture autonome, pas masquer le débat avec l'IA qui gagne au poker, ça pourrait permettre de gagner un peu d'argent à certains, mais on pourrait plus jouer au poker si on jouait tous contre l'IA. Donc sincèrement, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Moi je trouve que l'IA est une opportunité importante pour la France. On dit toujours que l'emploi est trop cher en France, que les cotisations URSSAF sont trop chères. Et ben avec un bon logiciel, on va annuler totalement ces cotisations URSSAF parce qu'on va donner ces 25 ou ces 30% de productivité en plus qui nous manquent. Le problème, c'est pas que ça coûte cher. Le problème, c'est qu'on n'en tire pas assez. Et donc aujourd'hui, il faut à la fois pour insérer les plus faibles, pour accompagner le handicap et pour créer un monde vivable durablement ensemble, aider certains fragments de la population, certaines personnes, les moins formés, les moins chanceux, ceux qui ont le moins de moyens. On est vraiment, nous, en train de développer énormément de choses sur l'insertion, parce qu'encore une fois, il faut prendre notre responsabilité d'entrepreneur. Et si la technologie nous sert dans l'entreprise, elle peut nous servir aussi grandement dehors de l'entreprise. Et à côté de ça, voilà, la musette du débat sur le véhicule autonome, sur la dangerosité, sur les cyborgs. Bon, ouais, ça existe. Mais vivons déjà de 2020-2030 avant de tenter de vivre de 2030 à 2050. On doit construire le débat maintenant et on doit avoir une position offensive. On ne doit plus être des Européens à la régulation, ou alors on régule vraiment. C'est-à-dire qu'on ferme les frontières européennes et on interdit la technologie. Clairement, c'est ce que vise Donald Trump. Mais vous le savez, les États-Unis sont très endettés. Les Chinois qui leur ont vendu pendant des années et des années énormément de quincailleries détiennent une grande partie de leurs dettes. Et donc l'impact, le poison financier aujourd'hui ne permet pas à un pays comme les États-Unis durablement de fermer, d'interdire l'accès aux technologies à l'IA. En Europe, on a encore cette capacité. Je lisais hier un article, les entreprises du CAC 40 sont détenues à plus de 60% par des Français. Donc il faut qu'on accélère et qu'on crée vraiment un mouvement, non pas souverainiste politique, mais préserver notre capacité de décision, notre capacité d'action. On a été la voix du monde pendant longtemps, on l'est un peu moins. On a une occasion de le redevenir. Big Data,
On dit que le big data, c'est la nouvelle dernière étape, la 3e révolution industrielle après la vapeur, l'électricité et l'informatique. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'amène le big data? Qu'est-ce que c'est le big data? Moi, je pense que la vraie révolution industrielle, c'est pas le big data, c'est l'impression 3D. Ouais. Le truc qui me bluffe le plus, vraiment, c'est l'impression 3D. On avait besoin de 50 à 100 jours pour construire une maison. On a besoin de 24 heures pour construire une maison. C'est ce qu'a promis la vapeur. Voilà, il fallait des moyens colossaux pour produire de la vapeur. Aujourd'hui, avec l'électricité, on allume, on éteint, tout va bien. Donc je pense que la vraie révolution industrielle, elle est assise effectivement sur la data, mais ce qui va se traduire réellement, c'est l'impression additive, l'impression 3D. On est capable d'imprimer aujourd'hui un turbo de véhicule de Formule 1 à Salon de Provence. Et tout ça, c'est une industrie silencieuse, alors qu'elle est révolutionnaire. Le big data, c'est hyper important. Le big data, c'est cette capacité à faire les bons choix au bon endroit, et c'est cette capacité à créer de la valeur qu'on ne voit pas. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de voir comment on est capable de gérer tout ça, et comment on est capable de produire de la valeur additionnelle dans un monde qui durablement n'en crée pas. Quand on dit qu'on est en panne de croissance et qu'on répond à chaque fin de phrase, il faut innover, il faut de l'innovation, etc., etc., la data, elle est au cœur de l'innovation. Donc, être capable soit d'avoir une approche statistique pour savoir combien vous avez de chances d'acheter tel produit à la caisse et est-ce que la marque de chewing-gum qui vous convient, c'est celle-là ou celle-là, c'est déjà fait depuis 10 ans. Dans les marketplaces, sur Internet, voire même dans les grands retail, les grands groupes de distribution utilisent déjà la data de manière massive. Maintenant, la vraie question, c'est comment on met à disposition la data, l'intelligence artificielle de tout le monde, que ce soit des entrepreneurs, des médecins, des avocats. Et là, une grande révolution arrive. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des startups qui se montent, qui se font racheter très cher par des industriels qui voient très bien le monde changer, mais qui ne sont incapables d'avoir de l'innovation interne. Et donc, nous-mêmes, on accompagne au travers de notre bâtiment Quanta, au travers de nos accélérateurs, ces entreprises à émerger et à grandir rapidement, parce qu'il y a des pans entiers de l'industrie à transformer. Et en ça, on peut dire que c'est une révolution industrielle. Mais le big data repose sur le machine learning, sur l'IA, tout est imbriqué. Oui, on s'y perd dans les terminologies à force, c'est-à-dire que dans le data center, on y retrouve le cloud, dans le cloud, on y retrouve les data, par-dessus les data, on arrive à y mettre de l'IA, par-dessus l'IA, on arrive à y mettre des interfaces pour exploiter l'IA, donc grosso modo, tout ça est un puzzle géant. On a eu la chance d'être à l'origine de ce puzzle le 11 septembre 2001, d'avoir créé une alternative. Et aujourd'hui, je vais quand même dire c'est la création de Jaguar Network, parce que si quelqu'un prend le podcast en plein milieu, il va pas comprendre ta phrase. Oui, ça risque de pas le faire. Donc on a réussi effectivement avec la création de Jaguar Network à se dire ok, on a peut-être un marché, on l'a exploré. Et puis aujourd'hui, on est capable de l'envoyer. Parlons de Quanta, l'accélérateur. Alors, concernant Quanta, c'est une histoire un peu particulière. On est dans des superbes bâtiments, déjà. Ouais, c'est une histoire un peu particulière. Grosso modo, on regarde notre population d'ingénieurs travailler et on leur pose la question, on va se construire des bureaux pour être capable de prendre la croissance de la boîte. Qu'est-ce que vous voulez ? On voudrait des open space pas trop ouverts et pas trop fermés. On voudrait être classé par affinité climatique. Et on voudrait avoir des bureaux qu'on peut faire bouger et réorganiser assez facilement. Vous donnez ça à n'importe quel architecte, il devient fou la première seconde. Combien vous êtes ici ? Aujourd'hui, il y a 300 personnes. 300 personnes. Sur le bâtiment, il a une capacité de 500 personnes, donc on peut encore rajouter du monde dedans. Mais je dirais le cahier des charges originel est totalement à côté de ce qui se fait. Donc, comme d'habitude, la première heure, on trouve ça impossible. La deuxième heure, on réfléchit. Et la troisième heure, on fait un bout de schéma sur un tableau blanc avec une idée. Donc, Quanta, c'est 2 bâtiments interconnectés par un socle commun. Un restaurant qui est ouvert sur l'extérieur, qui communique sur nos innovations. Donc, il y a tout un tas d'externes qui viennent et qui rentrent dans notre univers. Il est un petit peu fermé et impitoyable. Nous, on le veut ouvert et plutôt sympa.
Et dans Quanta, on décide d'y faire quelque chose de plus, un petit supplément. C'est d'y mettre One Life, notre accélérateur biotechnologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les biotech lèvent beaucoup d'argent et sincèrement, le dépensent pas toujours très bien. Or, l'IA, l'acquisition de l'informatique et du big data, le cloud, leur permettent de lever beaucoup moins. Et l'enjeu, là, il est aussi assez souverainiste, c'est-à-dire qu'il nous permet de garder des entreprises sous contrôle français. Voilà, quand vous levez quelques dizaines de cas euros pour démarrer une activité, c'est assez facile, on arrive à les trouver en France. On appelle souvent ça le love money. Quand vous commencez à faire les premiers levées de capitaux un peu sérieuses, la Banque publique pour l'investissement, la Caisse des dépôts, la France a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent de fonctionner. Mais dès qu'on rentre dans le dur, on s'aperçoit qu'avec nos 65 millions d'âmes, on est un petit peu light. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'harmonisation financière européenne. On n'a pas de bourse technologique en Europe. Et donc, on a des entreprises qui passent sous pavillon étranger. Très, très vite. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'elles passent sous pavillon étranger une fois qu'elles ont réussi. Donc, grosso modo, on garde chez nous celles qui ne fonctionnent pas. Et celles qui fonctionnent trop bien, on n'arrive plus à les garder. Pourtant, il y a quand même une certaine volonté entre aujourd'hui les nouvelles écoles, Epitech, École 42. Là, je vois mercredi Cyril Zimmermann qui a monté également une école. La plateforme. Voilà, la plateforme. On arrive à former des talents. Pourquoi ces talents ne restent pas chez nous ? C'est une question de salaire, de techno ? On va prendre l'exemple du premier directeur technique de Jaguar Network, qui était extrêmement bien payé pour son jeune âge et qui aspirait une grande partie des capitaux financiers de l'entreprise, parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait un très grand talent, une bonne vision. On avait clairement un niveau technique semblable, et c'est quelqu'un qui était promis à une grande carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait recruter à San Francisco. Ils ont fait x5 ou x6 sur le salaire, et on arrive quasiment pas loin du $1 million de salaire par an. C'est sûr. Bon, voilà, on se retrouve face à face dans mon bureau pour discuter. Il te dit tu t'alignes ? Non, il me dit pas ça. Il me dit je suis désolé. Je suis désolé, l'aventure est super, ce qu'on va faire c'est super, mais voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un destin. Je vais saisir ma chance aux États-Unis. Ça lui a plutôt bien réussi. Aujourd'hui, il occupe des grandes fonctions d'un grand groupe chez un GAFA. Et je suis très très fier de lui, de ce qu'il a fait pour nous. Et voilà. Et moi, à titre personnel, j'ai eu de nombreuses propositions pour rejoindre des grands groupes, mais c'est pas mon besoin personnel. Donc chacun décide, et c'est très dur de retenir les talents en France. On prend les organigrammes des GAFA et on va y retrouver de nombreux Français. Pourquoi ? Parce que l'ingénierie à la française, elle est quand même reconnue dans le monde entier. On a une forme d'excellence. On a un non-pragmatisme qui nous porte un gros défaut sur le commerce et le marketing. On a quand même inventé le Rafale, le Concorde, le Minitel, et peu le savent, mais Skype, à l'origine, c'est Orange France Télécom qui l'invente à la fin des années 70. Donc voilà, ces géants américains, parce qu'il y a plus de capitaux aux États-Unis, parce qu'on accepte plus l'erreur, parce qu'il y a aussi plus de personnes, parce que la fiscalité est différente, ont été un creuset favorable à l'émergence de géants. Aujourd'hui, la France, la French Tech, la façon dont on envisage les choses, c'est important, et c'est pour ça que les débats sur Thierry Breton et sa capacité à être conseiller européen il y a 15 jours, je les trouve anachroniques. C'est quelqu'un qui connaît le numérique, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ces enjeux-là, c'est quelqu'un qui a travaillé en profondeur avec Google, qui a fait beaucoup de business avec les Américains, qui connaît leurs forces et leurs faiblesses, et je pense qu'il faut sortir un peu de la démago pour rentrer dans une position qui est encore une fois un peu plus offensive. On va terminer avec une ou deux questions avant de parler de perso, parce qu'après tu as des rendez-vous. On est samedi matin. Tu reçois donc des startups, des entrepreneurs. Voilà, pour parler de leurs projets. C'est une routine chez toi le samedi matin ? En fait, quand on a co-créé la French Tech sur le territoire en 2015... Avec Pascal Lorne avec Non, à cette époque-là, c'était Stéphane Soto et l'équipe précédente. Pascal a récupéré le sujet en 2018 quand j'ai démissionné de ces fonctions-là. Ce qui est intéressant, c'est que on a créé Startup Consult. Startup Consult, c'est quelque chose de très simple. On n'est pas partisan, on n'est pas investisseur.
On a développé des tableaux de bord, des outils financiers. On a vécu une première vie financière. On a fait plein de bêtises. Et en fait, moi, je trouve que la qualité d'un entrepreneur, c'est de faire de nouvelles bêtises. C'est pas de faire celles qu'on a déjà faites. Donc, de temps en temps, cet écosystème qui a beaucoup créé d'accélérateurs, beaucoup d'accompagnement, chacun avec son avis, chacun avec sa qualité, certains légitimes, certains qui ne le sont pas du tout. Donc, je propose aux entreprises de venir nous visiter. Voilà, on a un avis qui est pas toujours le bon, qui est souvent un peu éclairé par l'expérience, et quelque part, on leur propose de récupérer 15 à 20 ans d'expérience en 1 heure ou en 2 heures. Donc, tu investis dans... Je trouve que c'est un beau cadeau. Ça t'est arrivé d'investir? Ça m'est arrivé d'investir. À titre personnel? À titre personnel, évidemment. Quand les projets sont super, quand le gars donne envie, il est dynamique. Voilà, moi j'ai toujours, il faut cocher un certain nombre de cases vertes pour qu'on puisse investir. Voilà, c'est pas notre mission première, on le fait assez rarement. Mais quand le projet est exceptionnel ou quand le gars est exceptionnel, on y va les yeux fermés. Et ce sera le cas de la personne qu'on reçoit ce matin à 10h, c'est quelqu'un d'exceptionnel. J'aime bien terminer par des questions un peu perso. Tu as à quoi ressemble une journée type de Kevin Polizzi? Alors je vais te répondre par la semaine type. Ou la semaine type, ouais. Un entrepreneur, ça doit être 50% dans l'entreprise, 50% en dehors de l'entreprise. C'est vraiment l'équilibre que j'ai construit. Donc le lundi, c'est la journée dans laquelle je déroule tout le management avec toutes les équipes. On a un enjeu fort qui s'appelle l'alignement 360 et je le recommande à tout le monde. Il faut que les gens travaillent dans le même sens. Sinon, on a de la perte en ligne et ça fonctionne pas bien. Donc le lundi, il est réservé aux collaborateurs de Jaguar. Mardi, mercredi, en général, je suis à Paris. Voilà, un peu chez Jaguar, un peu dehors. Le jeudi, je suis ou à Nantes, ou à Lyon, ou à Bordeaux, ou à Marseille. Et puis le vendredi, c'est la journée un peu des surprises. C'est le moment où c'est un peu plus sympa, on va dire, un peu moins scolaire. Le samedi, dimanche, c'est la famille. Le samedi après-midi? Alors, le samedi matin, je pose mes enfants au sport et je les récupère vers midi en général. Et puis, effectivement, le samedi après-midi. Le dimanche matin, je fais un peu de piscine. Il faut un peu aller se dérouiller la carcasse. Et puis, on est reparti le lundi et tout ça passe très, très vite. Tu as des trucs, des logiciels qui te font gagner du temps, je sais pas moi, Slack ou des choses que tu n'aurais pas développées toi. Alors, sur ton Mac, qu'est-ce qu'il y a? Des choses très basiques. Moi, je commence à être un vieux, donc je dis toujours IRC. Ça fera sourire ceux qui connaissent. Ouais. Donc, toute la boîte utilise IRC. C'est Slack, hein. C'est Slack avant l'heure. Et puis après, j'ai tout un tas de sujets, notamment des raccourcis clavier qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Donc, j'utilise beaucoup Automator d'Apple. Fred, non, il y a pas un truc. Exactement. Alfred, pardon. Ouais. Et puis sinon. Voilà, c'est des petits outils qu'on se développe pour gagner du temps. On n'imagine pas à quel point c'est prendre 5 minutes pour gagner du temps. À la fin de l'année, c'est des jours hommes. Sur ton smartphone, Sur mon smartphone, j'ai 2 applications. J'ai l'application Facebook qui me permet de parler à ma famille. Ah oui, tu publies beaucoup, ouais. Alors, je publie en général des trucs assez marrants. Parce que je trouve que le Facebook français où tout le monde se plaint, ça me plaît pas beaucoup. Donc j'essaie de publier des trucs assez marrants, partager de l'info. Le Facebook Messenger me sert à parler à ma famille. Tu es tout le temps connecté? Alors même sur LinkedIn, tu es tout le temps connecté? Ouais, je crois que quand on est dans le data center, les serveurs restent allumés tout le temps. Et donc il est possible que je sois pas forcément derrière. J'essaie d'avoir un équilibre vie pro, vie privée qui est assez fort. Et puis j'aime bien Twitter. Je publie très peu. Mais je trouve que c'est une source d'information en continu qui a cette qualité. Et ce qui est assez amusant, c'est que je trouve que ces réseaux sociaux qui sont bien trop présents ont chacun une spécificité. Et moi, j'ai appris à vivre avec sans en être dépendant. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Puis après, il y a d'autres petites applications qui permettent de faire des choses. Notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est l'application de communication unifiée. Qui permet d'avoir du chat, du partage de fichiers, etc., etc. Et on le promet comme la prochaine révolution des entreprises. Synchroniser ses collaborateurs, gagner du temps, c'est de communiquer de manière unifiée. Comment tu te formes ? Oh là là, ça c'est une vraie question. Beaucoup au contact des autres. J'ai cette chance de me lever tous les jours en me disant que je sais absolument rien. Je lis dans les transports. J'utilise les transports à la fois pour mettre mon casque sur les oreilles et faire mes mails sans que personne vienne m'embêter. Mais surtout, je lis beaucoup. Moi, j'aime bien le livre papier.
Et donc il y a beaucoup de livres. Malheureusement, beaucoup c'est de la littérature anglaise. Beaucoup de choses ne sont pas traduites en français. Je recommande une dizaine de livres aux collaborateurs chaque trimestre. Tu en as un par exemple? Qui sont les livres? Tiens, tu vois, aujourd'hui sur mon bureau, il y a The Automatic Customer, Creating a Subscription Business in Any Industry. Bon, ce bouquin, il est sympa. Il explique comment, parfois, il faut faire du business à 1 ou 2 dollars avec beaucoup de clients, plutôt que du business à 100 dollars avec peu de clients. Bon, je mettrai le lien. Voilà, si tu veux, mais je vais en retenir peut-être 5%, j'en sais rien, ou peut-être rien, mais il y a toujours une idée, une anecdote. Des bios, t'aimes bien les bios? Qu'est-ce que j'ai comme bouquin là-bas? T'as pas Steve Jobs? Ah oui, Steve Jobs, tu l'as. Ça, on me l'a offert, alors je suis mal barré. Je dis toujours, me comparez pas à Steve Jobs, malheureusement, il a rejoint les étoiles. Il y a 2 bouquins qui sont intéressants. Creativity Inc. de Ed Catmull, qui est en fait le fondateur de Pixar. D'accord. Et qui a expliqué comment je mettrai les liens sur le podcast. Comment il a fait les Toy Stories, etc. Il y a un truc intéressant dans ce bouquin, c'est le comité des sages. Voilà, il a expliqué que quand la boîte allait trop vite et qu'elle perdait du sens, à partir des collaborateurs d'origine, il a reconstruit une ceinture de sages qui a permis de garder le contrôle de la boîte. Donc c'est assez sympa. Et puis après, il y a notre fameux livre sur AI Superpower, écrit par un écrivain chinois. C'est très rare de lire des écrivains chinois, très intéressant. Voilà, ils voient pas le monde comme nous, ils sont loin, ils sont nombreux, et donc lire un peu de littérature extraterritoriale, ça me paraît nécessaire. Mais tu peux lire aussi autre chose que de la tech ou du management ou oui, complètement. Lire un policier, etc. Ta plus belle réussite à part tes enfants? J'en ai pas. Je sais pas. Me lever le matin et faire demain. Non, tout ce qui est derrière, c'est déjà trop tard. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a devant. Ton plus bel échec? Ton échec préféré? Ta pire nuit blanche ou ce que tu veux, quoi. Donc. Alors là, ils sont nombreux. Vous avez 2-3 heures devant vous là. Oui, mais bon. Non, blague à part, avoir perdu le directeur technique originel de Jaguar, c'est quelque chose. Celui à 1 million. Ouais, voilà. C'est un truc dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. C'était quand ça? C'était en 2007-2008. Ah oui, au début. Il y a longtemps, C'est il y a longtemps. Je pense que j'ai été trop sympa. À certains moments, on a eu des collaborateurs qui vraiment, qui des fois exagéraient un peu. Bon voilà, aujourd'hui, cette méritocratie, on la revendique. Et si j'arrive à faire accoucher d'une entreprise qui a fait de la méritocratie son ADN, je pense que ce sera peut-être ma plus belle réussite. Tu as des mentors? Pas vraiment. Quand tu vois un gars comme Xavier Niel, c'est... On me pose souvent la question de qui tu es fan. De beaucoup de gens, mais d'un petit bout. Xavier, il est incroyable. Il a l'air. Non, mais il a des qualités dans le B2C dont j'en ai même pas le début. Et j'ai d'autres qualités dans le B2B qui ne l'intéressent pas vraiment. Donc on est riche de nos échanges, riche du croisement de nos savoirs, et on développe cet esprit entrepreneur. Moi je suis fan des entrepreneurs qui ont envie de changer le monde, et donc ils sont quand même très très nombreux. Tu parles de demain, tu seras où dans 5 ans? Non, j'en ai aucune idée, absolument aucune idée. J'espère être toujours dans mes bases arrières du sud de la France. Mais évidemment, dans 5 ans, on y injectera un peu d'international. Il faut aller voyager, voir ce qui se passe ailleurs. La croissance, elle est mondiale. Et donc, voilà. Faut pas oublier d'où on vient. Un jour, un gars me met un commentaire dans Facebook et qui me dit « N'oublie pas d'où tu viens », sur un truc de gilet jaune. Et je lui réponds « Tu sais, j'y habite encore. » Pourquoi ? Parce que la ville dans laquelle j'ai grandi, qui est la ville d'Istres, à côté de Marseille, j'y habite encore. Ah oui. Donc, très sincèrement, il faut retenir qui on est, où on est, et pas se perdre en chemin, quoi. On a beaucoup d'exemples de gens qui se sont perdus, et à ce titre-là, je fais très 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 attention à rester très proche de mes amis, très proche de ma famille, et très proche de mes collaborateurs. On a encore fait un pot jeudi soir tous ensemble, et patron ou pas patron, c'est eux les patrons, c'est pas moi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? De rien lâcher. Ah, on le retrouve souvent celui-là. On m'a dit, lâche rien. Bon, je crois que c'était déjà très très bien intégré.
l'histoire de ma vie a fait que j'ai eu à mener plusieurs combats parallèles. Et très sincèrement, c'est, je pense, le plus beau des conseils qu'on puisse donner. Si on veut te contacter, LinkedIn, Twitter, mail, mon mail, Facebook. Kevin@jaguar-network.com. C'est le mail tu réponds, qui est le premier. Ouais. Je réponds toujours à tous les mails. Avec plus ou moins de rapidité parfois, mais comme j'ai pas mal de transport la semaine, j'ai de la chance de pouvoir répondre, pas toujours positivement. On me demande beaucoup de sponsoriser des rallyes dans le désert africain et des opérations diverses et variées. Voilà, je suis plutôt orienté santé, je suis plutôt orienté intégration, donc c'est plutôt ces focus-là qui suscitent mon intérêt, mais je réponds toujours et puis j'essaye d'orienter les gens vers les meilleurs réseaux, parce qu'il y a un monde invisible, hein, de gens qui travaillent, qui se mobilisent. J'étais hier avec l'Agence régionale pour l'intégration, qui est une magnifique association avec plus de 1000 collaborateurs qui aident des enfants en difficulté, qui aident les handicapés. Voilà, il faut pas faire abstraction de ce beau monde Instagram, Twitter, je sais pas quoi, où les filles sont plutôt jolies d'ailleurs. Bon, très sincèrement, il faut vivre dans le monde qui est le nôtre, fait de sa diversité. J'ai 2 types d'invités dans ce podcast. J'ai les boîtes mûres, matures comme la tienne, et puis j'ai les hot stage également. Est-ce que tu as des gens à me présenter ou Oui, plein. Ouais. Plein. Notre région regorge d'entrepreneurs qui sont souvent mal accompagnés par les structures existantes, qui essayent de les faire rentrer dans des schémas un peu préétablis. Il faut lever de l'argent, il faut. Bon, moi je pense qu'il faut rien du tout. Un entrepreneur, c'est forcément un mouton à 5 pattes. C'est quelqu'un qui a décidé de se lever le matin en forme quoi qu'il arrive. Et à ce titre, effectivement, je te recommanderais plusieurs cas atypiques. D'accord. Est-ce que tu as un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ? On a été relativement complet. Oui. Je pense que moi, il y a 3 grands sujets qui me passionnent. Il y a les smart cities, parce que je pense que notre premier enjeu, ça va être de vivre ensemble durablement. Plus d'un habitant sur 2 aujourd'hui habite en ville, dans des villes qui sont saturées, la mobilité, la pollution. Donc c'est des sujets qui vont beaucoup prendre racine et naissance dans le big data. On a beaucoup de projets sur ces sujets de smart city. On a un autre enjeu qui est la performance industrielle. Voilà, on a parlé tout à l'heure de la géopolitique, de l'économie. Les Chinois fabriquent beaucoup. On a envie qu'ils fabriquent un peu moins, ou on a peut-être nous envie de récupérer un peu de souveraineté sur la fabrication et notre capacité. Donc il y a un vrai sujet sur l'industrie 4.0. La France a une carte à jouer absolument gigantesque sur le sujet. Et puis le dernier des sujets qui est le plus important, comme je dis toujours, la santé c'est important parce qu'on en sera tous clients. On a un système de santé français qui est absolument formidable, qui est au bord du gouffre. Voilà, le système est saturé, la santé, la justice. Parfois, il vaut mieux pas trop se retrouver embêté. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qu'il faut développer, accompagner. Tout le monde mérite d'être soigné correctement. C'est quand même la promesse républicaine de base. Liberté, égalité, fraternité. Bon, la liberté, je pense qu'on doit se battre pour la préserver. Et on s'est un peu endormi. Donc là, il faut qu'on retourne un peu tous au combat naturellement. Le numérique, c'est une guerre silencieuse. C'est une guerre froide. Donc il faut absolument qu'on soit capable d'accélérer. L'égalité de tous devant l'emploi, devant les soins. Voilà, moi je pense qu'on est tous égaux et qu'après on a tous des destins divers et variés. Donc je pense qu'il faut se battre. Et puis la fraternité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe absolument. Et même si nos différences creusent parfois les relations, on a tous quelque chose à faire ensemble. Et très sincèrement, c'est pas très compliqué de monter une boîte. C'est très rare de trouver 3 personnes qui sont les mêmes, ou alors c'est des triplés, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer. Moi, je crois beaucoup en ces valeurs républicaines. Je pense que la France a un nouveau rôle à jouer. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est inscrite avec la French Tech. À l'époque, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Il est un peu plus accessible aussi. Aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités. Il est venu, tu l'as rencontré ou...
Oui, plusieurs fois. À l'époque où il était ministre de l'économie, j'ai eu la chance de le voir assez souvent. Je reconnais en lui quelqu'un de brillantissime. Hein. Il a un cerveau qui tourne très très vite. J'ai eu des échanges assez incroyables avec lui, avec d'autres, avec Patrick Drahi aussi, le patron des SFR, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un rêve aussi à inviter sur ce podcast. Avec Xavier, ce qui est bien, c'est que c'est clair, net et précis, donc c'est très rapide. On fait pas mal de choses. Et puis voilà, on a de la chance d'avoir des entrepreneurs sur les territoires français qui sont quand même des gens super. Et donc, longue vie au podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses intéressantes à dire. Kevin, merci beaucoup. J'ai passé vraiment un super moment. J'ai beaucoup aimé ta vision de l'avenir, ta vision de l'état des lieux d'aujourd'hui. Et c'était vraiment un plaisir. On a discuté à peu près, à mon avis, 1h30. À bientôt. Un grand merci à tous. Et puis, vous avez mon mail. Donc, à vous de le retrouver dans le podcast. À bientôt. Salut. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.